C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux, le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Tout à l'heure, on parlait des chants, et c'est vrai que moi, j'avais été ému par un chant en particulier. C'est celui de l'équipe des Fidji, qui, lorsque le roi Charles III est venu en France, a été accueilli par les Fidjiens, et donc ils font partie du Commonwealth. Et ils ont eu un chant formidable, et on a vu le roi avoir presque les larmes aux yeux en leur souhaitant bonne chance. Voilà, Clément, pour revenir à l'équipe des Fidji, et pour se diriger vers notre dernière question, hein, qui est sur le sponsoring des équipes de rugby, la question originelle était celle-ci: est-ce qu'il faut vraiment comprendre et connaître le rugby pour en être un sponsor, en tout cas un sponsor équipementier? Je pense qu'il faut avoir quand même une bonne connaissance du marché, parce que le rugby, c'est un marché qui est assez éclaté finalement. C'est-à-dire que tu n'en as pas partout dans le monde. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle les grosses marques et les marques qui dominent le marché du sportswear, je pense à Nike, je pense à Adidas, à Puma, ont perdu des parts de marché parce que les stratégies mondiales, globales, ont bifurqué vers d'autres directions. Le rugby, tu en as pas dans des ou peu ou pas dans des gros territoires. Tu en as pas ou peu en Amérique du Nord, tu en as peu en Amérique latine, tu en as pas dans un gros territoire qui est par exemple la Russie, pas en Afrique, peu ou pas en Afrique. Ça reste un sport international, mais ce sera jamais un sport mondial comme le football. Voilà, c'est un sport qui est très éclaté, même en Europe, tu n'en as pas partout. Et en fait, il faut s'adapter. Et donc tu as des marques qu'on peut appeler émergentes, donc qui sont là depuis quelques années maintenant, qui ont eu une approche différente. Je pense à Macron, la marque italienne, qui est très présente sur cette Coupe du Monde et qui a, je pense, notamment l'équipe d'Écosse, bien un tiers des équipes des fédérations, qui est très présente parce qu'ils ont une stratégie de niche un peu différente, niche, avec une possibilité de réaliser et de fournir rapidement quelque chose qui marche. Adidas a beaucoup moins de présence, et donc le marché est un peu plus éclaté là-dedans. Donc oui, ça a beaucoup changé comparé au football, par exemple. 15 ans. Ouais, au football, on a les grands acteurs, on a Nike, on a Adidas, on a Puma, et le reste se partage les miettes, c'est ça. Alors qu'au rugby, c'est plus qu'éclaté. Et d'ailleurs, dans ton activité, hein, avec la boîte que vous avez montée il y a 3 ans, il était question justement en tout cas pour le rugby, de reprendre sous licence les équipes qui étaient équipées par Nike, presque comme une excroissance de Nike, c'est ça ? C'est ça, c'est ce qu'on appelle du licensing, c'est-à-dire que tout ce que la marque ne veut plus faire en interne, malgré tout, elle veut quand même avoir... À cause de ce marché, justement, on est d'accord. À cause de ce marché. Nike étant une marque globale, hein, c'est pour ça. C'est pas parce que c'est un marché pourri. Non, ça n'a rien à voir. C'est une complexité de produits, de territoires. C'est aussi une volonté d'externaliser des ressources sur d'autres focus, d'autres points centraux compte tenu de la direction globale de la marque. Et donc, nous, on est revenu sur ce marché-là, qui est un marché qui existe et qui est bon. La marque veut y être, simplement ne veut plus le faire en interne, ne veut plus le faire in-house, comme on dit. Donc, voilà, on a récupéré des fédérations comme la fédération sud-africaine, la fédération argentine et nos chers amis fidjiens. Qui rayonne aussi sur le set avec les Jeux Olympiques, donc il n'est pas rien. Ils sont champions olympiques avec des maillots Nike. Il y a un rayonnement qui est incroyable, et c'est, même si ça reste une niche sur le marché mondial des sports, il y a un sujet. Simplement, il faut comprendre que ce marché-là de l'industrie du sportswear, il est beaucoup régulé par la chaussure.
Quand je dis la chaussure, c'est à la fois la basket et les crampons. Et les crampons. Nike est le leader incontesté et incontestable sur la chaussure de foot. Ils ont 80% de part de marché sur le foot, sur les chaussures, sur les crampons. Malheureusement, ils ne font plus de chaussures de rugby parce qu'ils sont sortis de cette direction du rugby. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la place pour des marques émergentes d'arriver dans ces marchés de niche. Quand je dis niche, c'est pas vraiment le cas, mais comme on l'a dit, éclaté et avec tellement de possibilités d'entrée sur différents territoires qu'il y a eu des différents acteurs. Je pense qu'il y a eu BLK, il y a Canterbury toujours qui est présent, il y a eu Burda à un moment donné. Hungaria, aujourd'hui il y a Macron qui domine. Macron qui à l'origine est un équipementier de football, hein, c'est ça, hein. Ouais, un équipementier de football, donc une marque italienne. Et voilà, ils sont présents, ils sont très présents. Nous, on a récupéré quelques sujets et on en est très contents. Et ouais, tout se passe bien. Pour revenir sur, on va dire, ta question, moi je reste convaincu, en tout cas de mon expérience à la Ligue, les partenaires qui viennent dans le rugby sont des passionnés. Véritablement, je pense qu'il y a des gens qui y voient l'opportunité financière, mais je pense qu'à l'origine, tu as toujours un PDG qui a la fibre ovale et qui se dit « j'ai envie d'y aller » et donc on va y aller. C'est un sport qui demande, on va dire, quelques codes, et donc tu n'y vas pas par hasard. D'accord. Voilà. C'est vrai. Je vais aller un peu plus loin que ce que dit Caroline, ce qui est juste, mais le sponsoring doit quand même avoir pour base de réflexion du quantitatif, et le rugby peut donner aussi des marges de réflexion maintenant quantitatives, et les audiences dont on parle, c'est encore plus. Ouais. C'est encore plus, donc on peut très bien être... Mais ça reste des sponsors passionnés. Passionnés et au long cours, c'est-à-dire qu'il y a une certaine fidélité, mais on le voit notamment avec cette banque, la Société Générale, qui a misé sur le rugby alors que à l'époque le rugby était amateur. Okay, il est devenu professionnel et lentement, hein, je le rappelle, en 1995, donc c'est le dernier des grands sports collectifs à être passé professionnel. Voilà, c'est une grande tradition, on le voit aussi avec la GMF, hein, qui est le partenaire du rugby depuis tellement longtemps. Hein. Je me rappelle que mes licences assurance quand j'étais cadet étaient à l'époque des licences où l'assurance était la GMF. Ah donc, oui. Donc oui, ouais, en 48. Ça remonte à des temps immémoriaux. 1840. Les ballons étaient de cuir et les maillots de coton. T'as amené ton ballon d'ailleurs. Sans commentaire. On ira plus loin. On pourra désormais sponsoriser le rugby pour des raisons objectives et chiffrées, pas uniquement parce qu'on a la passion. Bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, c'est quantifiable. Après, il faut différencier le sponsoring équipementier, donc ce qu'on appelle le sports marketing, où on fait du merchandising derrière. Donc il y a des chiffres, on vend vraiment un produit. C'est-à-dire qu'il y a un produit derrière. Il faut le différencier du sponsoring. L'équipementier, il est sur son marché premier. Exactement, il est dans son univers d'activité. Donc c'est pas la même chose. C'est un peu différent. Oui, avec une certaine tradition dans le rugby, notamment on le voit, si on compte dans le stade 50 000 supporters irlandais, ce sont 50 000 supporters habillés en vert avec le maillot de l'équipe nationale au minimum, avec les charpes, le chapeau, etc. Donc ça génère énormément de merchandising, ça c'est formidable, et je dirais que c'est la culture. On a la même chose au Pays de Galles, on a la même chose en Angleterre, et j'irais même plus loin, on a la même chose dans une équipe qui est formidable et qui ne peut exister qu'au rugby. Ok, c'est l'équipe des Lions britanniques. Les Lions britanniques est la seule équipe au monde à réunir l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande, dans laquelle il y a Irlande du Nord et Irlande du Sud. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour le rugby, et ils font une tournée tous les 4 ans dans les Dominions britanniques de l'hémisphère sud, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Australie. Et là, les Anglais, enfin en tout cas les Britanniques, économisent pendant 4 ans pour se payer cette tournée qui dure à peu près 5 à 6 semaines à l'autre bout du monde. On reste dans une tradition, mais c'est pareil, je crois que souvent les records de vente de maillots, c'est pendant les tournées des Lions britanniques. Ça fait un peu rêver, hein. C'est vrai que lorsqu'on compare avec le sport clé, hein, le sport phare au niveau du merchandising qui est le football, football, ça dépend aussi souvent du résultat, hein. Moi, encore une fois, je reviens à des temps immémoriaux où on payait les maillots en francs. Pour la Coupe du Monde de football 98, lorsque la France a été championne du monde, vous savez qu'on a commencé au ras des pâquerettes, et au fur et à mesure, les Français se sont mis non seulement à supporter la France, mais à acheter des maillots. Et rares sont les maillots de l'équipe de France de 98 où il n'y a pas l'étoile. Ça veut dire qu'on a été supporter avant la victoire. Alors le mien, je l'ai mis au coffre. Je ne sais pas ce que vous avez fait du vôtre, mais ça compte énormément. Au rugby, c'est différent. Au rugby, qu'on gagne ou qu'on perde,
de toutes les manières, on sera là au prochain match, on va supporter parce que c'est mon village, parce que c'est ma ville, parce que c'est mon pays, parce que c'est ma région, etc., etc. Donc ça joue beaucoup. Est-ce que dans la démarche, Clément, de ton entreprise, vous avez des plans, des business plans pour les prochaines années qui sont plutôt favorables? Est-ce que le rugby se développe aussi d'un point de vue du merchandising et d'un point de vue du licensing? Alors ça se développe, mais c'est encore, si tu veux, rester sur des mesures assez régulières et assez basses. Il n'y a pas de marge de progression incroyablement délirante. Donc il y a des fédérations ou des clubs qui dominent, qui marchent, et tu sais lesquels. Donc en fait, tu as très peu de choix. Et dans le sports marketing, tu as des opportunités en fonction des timings. C'est-à-dire qu'un contrat sports marketing, c'est entre 3 et 6 ans. Si tu rates une opportunité, tu as quelques grosses fédérations au niveau du merchandising. On va parler de la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France, l'équipe d'Angleterre sont des gros atouts aussi, ou des clubs comme le Stade Toulousain, le Leinster ou le Munster, qui sont des grosses mannes financières de revenus sur le merchandising. Tu en as peu. Tu en as peu, et si tu les saisis pas, tu les as pas pendant un laps de temps. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent dans ce milieu-là, dans cette industrie-là, de guerre des logos, si tu veux. Voilà, là c'était l'équipe de France, la fédération française a été avec Nike, elle a été avec Adidas, elle est maintenant chez Le Coq Sportif. Le Coq Sportif a connu des difficultés, ils n'ont pas réussi à renouveler le partenariat avec la fédération française, qui va repasser chez Adidas après la Coupe du Monde. Donc voilà, il faut être présent, il faut, en fonction des stratégies des marques en interne ou sous licence, être présent au bon moment et avoir la capacité d'arriver avec ce que souhaite la fédération en termes de fees, de droits d'entrée de cash, sports marketing, pour ensuite faire des calculs en fonction des stratégies. Est-ce que le deal est à perte? Est-ce qu'on veut payer très cher pour y être? Est-ce qu'on veut et ça nous ramène à un sujet évoqué tout à l'heure. Il y a moins de starification dans le rugby. C'est l'équipe qui compte, mais c'est important parce que ça veut dire que aujourd'hui le produit phare en licensing, par exemple, ce serait l'équipe des All Blacks, parce qu'elle est dans l'imaginaire, elle a les meilleurs résultats, un petit peu comme le Brésil au football, même si aujourd'hui ils sont pas forcément sur le haut de l'affiche, mais le Brésil au football, c'est quelque chose qui est du domaine du mythe. Les All Blacks, c'est pareil. Je sais que en 1999, le contrat avait été signé par Adidas avec un coup de magicien de la part de Robert Louis Dreyfus, sachant très bien que Nike avait signé un pré-contrat à l'époque. Il a réussi à retourner le contrat, sachant que les All Blacks étaient plutôt enclins à travailler sur la tradition, sur l'ancrage dans le temps, etc. Et Adidas avait plutôt cet ADN. Aujourd'hui, que l'équipe de Nouvelle-Zélande a des difficultés, enfin en tout cas la fédération néo-zélandaise a des difficultés financières, nul doute que le sponsor, que l'équipementier doit aussi avoir cette manne financière suffisante pour pouvoir à la fois servir la marque New Zealand All Blacks, mais aussi de pouvoir aller dans une certaine pérennité dans le temps, les aider à construire leur projet. Est-ce que là aujourd'hui, pour les entre guillemets des prises de guerre dans le rugby international, c'est quoi? C'est la France, c'est la Nouvelle-Zélande, peut-être l'Afrique du Sud. Est-ce que l'Afrique du Sud, sponsorisée chez Nike, s'est verrouillée complètement? C'est pas verrouillé, mais si tu veux, il y a l'aspect financier qui demeure important. Les acteurs majeurs tels que tu les as cités, c'est-à-dire les leaders du marché global, c'est-à-dire Nike, Adidas, Puma, un peu derrière, mais qui sont un peu moins, qui sont pas présents dans le rugby. Si tu veux parler d'image de marque, c'est ces deux-là, c'est Nike et Adidas. Ensuite, derrière, c'est une question financière. Les droits d'entrée sur les grosses fédérations et les gros clubs sont assez hauts. Parce qu'il y a cette guerre du fee marketing pour boucler des budgets, etc. Donc ouais, t'as à la fois une guerre de logo, une guerre des timings et une guerre financière. Donc ouais, finalement t'as peu de marge de manœuvre. Il faut être présent au bon moment. D'accord. On sait que le Stade Toulousain, qui est l'équipe qui a le plus de titres de champion d'Europe,
depuis sa création en 1996 est sponsorisé par Nike. On a l'impression que Nike, on dirait Nike, Peugeot, EADS et Stade Toulousain vont de pair et ce sont presque des équilibres immuables. Caroline, est-ce que toi qui connais bien cet environnement-là, tu pourrais peut-être nous renseigner sur est-ce qu'un jour Adidas pourra être peut-être sponsor le Stade Toulousain à un moment avait signé avec un autre sponsor, hein, puis ils sont vite revenus avec c'était Nike. BLK. C'était BLK pour pas les nommer. Et donc ils sont revenus vers Nike, mais parce que je pense qu'il y a une vraie histoire aussi et la fidélité, un peu à l'image de Canal+ avec la Ligue nationale de rugby. Je pense qu'il y a aussi la fidélité fait en sorte que le partenariat va un peu plus loin. Il y a le financier, mais qu'est-ce que tu veux raconter comme histoire? Le Stade Toulousain en raconte aussi une très belle avec Peugeot, avec leur capsule qu'ils ont fait, Bolt, qui est extrêmement bien réussi, parce que à un moment, c'est qu'est-ce que tu racontes, le fameux storytelling, c'est à la fois effectivement tu payes ton sponsor, tu mets ta virgule, mais qu'est-ce que tu vas raconter derrière? Le Stade Toulousain là-dessus est très en avance par rapport à beaucoup d'équipes de top 14, et Dieu sait que j'ai un autre club dans le cœur et chacun le sait, mais ouais, le Stade Toulousain là-dessus, lui de son côté était un peu moins fidèle d'un point de vue du licensing. Bon, c'est moins. pas un jugement du tout, Non, c'est un constat. Non, mais c'était l'Académie des Stars à la Star Academy, comme pour pas citer quelqu'un, le mot de notre président de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel, à une époque immémoriale où effectivement, pour la petite histoire, le Stade Français avait lancé un maillot rose, et c'est vrai que ça avait légèrement heurté la ville rose qui est Toulouse, et qu'ils avaient essayé de faire avec un rose. Ils avaient lancé un rose très clair, et Max Guazzini, le cher président du Stade Français de l'époque que j'embrasse, avait dit on a l'impression que ils ont pris un maillot blanc avec une chaussette rouge qui a déteint. C'était une provocation de trop pour René Bouscatel, qui à l'époque président du Stade. C'était une joute entre les deux. Maintenant, il s'adore. Il avait réagi. C'est le marketing dans le sports marketing, c'est réussir entre les hommes qui font ces partenariats, de trouver encore plus d'idées. Voilà, il faut se dire qu'une fédération ou un club, chaque saison, il faut designer 3 maillots. Ouais. Chaque saison, il faut designer 3 maillots. Si on prend l'exemple des All Blacks, c'est particulier de se dire qu'il va falloir renouveler un merchandising chaque année en faisant un maillot noir. Chaque année, le maillot... Ils ont un maillot... C'est à double tranchant, parce que on le voit, le maillot noir est immuable, d'accord ? Et souvent, il faut être vraiment très très professionnel pour voir, notamment au niveau du col, au niveau du bord-côte, les petites différences qui font que ça c'est un maillot 2019 et ça c'est un maillot 2023. Parce que le champ d'investigation est extrêmement serré. Donc ils ont du gris et du blanc aussi. Il y a un maillot évidemment qui est immuable, qui est le maillot noir. Il y a un maillot away extérieur qui est un maillot soit blanc, soit gris. Voilà, ils ont une alternative. Mais il y a des clubs comme ça qui ont un respect de la tradition, où le maillot domicile fédé au club, il change pas. Le Racing notamment, c'est très compliqué de changer, d'aller vers des bandes autres que les bleus. Si elle est blanc. À une époque, il y a eu des bandes oranges, c'est ça? Ouais, on a fait un maillot extérieur l'année passée qui était un peu créatif. Mais c'est bien d'avoir les deux, la tradition. Ce que Max a apporté au Stade Français, notamment avec Adidas, c'est qu'il y avait eu une créativité qui était absolument illimitée. Et nous, c'est vrai qu'en tant qu'équipementier, quand on a nos designers, nos développeurs qui travaillent sur des produits chaque saison comme ça, on aimerait avoir beaucoup plus de marge de manœuvre sur la déclinaison des maillots home, away et third pour la Coupe d'Europe. Tu disais, Caroline, par rapport au Stade Toulousain, voilà, on a la chance d'avoir des partenaires annexes au Stade Toulousain, Airbus et Peugeot qui sont incroyables et qui sont là de longue date. On a fait ce maillot Volt sur l'hypercar des 24 heures du Mans pour les 100 ans. On avait fait ce maillot Thomas Pesquet qu'on a lancé dans l'espace, et premier maillot connecté du rugby. Sur le merchandising, ça a marché. En plus de ça, le Stade Toulousain est champion d'Europe cette année-là, avec un slogan à la conquête des étoiles. On a réussi à faire du marketing dans le sports marketing avec vraiment des nouvelles idées et des choses qu'on a su
imprégné via parfois les partenaires maillots qui sont ancrés. Donc on est content. Et qui entrait dans le champ de compétences d'un sponsor en plus avec EADS. Il y avait une belle conjonction. Exactement. Ça, c'est sûr, oui. Ouais, très bien. Donc voilà, à l'issue de cette émission, on est aujourd'hui à l'aune des quarts de finale, et pour faire plaisir à Clément, en tout cas pour ses équipes qu'il sponsorise, en tout cas dont il est l'équipementier, on sera derrière l'Argentine, on sera derrière les Fidji, un peu moins derrière l'Afrique du Sud, mais en tout cas on leur souhaite bon vent. En tout cas, l'émission se termine. Je vous remercie beaucoup, les amis, parce qu'on a passé un bon moment. On n'a pas dit que des bêtises, et je pense sincèrement que on se concentrait pour c'était plutôt sérieux. Voilà, je vous remercie. Je te remercie beaucoup, Caroline, de ta présence et de ton activité. Jean-Claude, merci. Tu viens quand tu veux. Quant à Clément, encore félicitations, parce que voilà, Clément a réussi à faire ce que beaucoup de gens espèrent faire mais n'arrivent pas, c'est-à-dire le double projet. J'ai horreur de ce terme, parce qu'en général, j'utilise des termes qui marchent. Le double projet ne marche jamais. Ça marche parce que vous avez des personnes comme Clément qui arrivent à graduer dans des écoles de management comme chez nous, à la Sports Management School, à Bac+5, qui arrivent à être professionnels et qui, à l'aune des deux, et en tout cas à la fin d'un parcours assez jeune, parce que tu as coupé le rugby professionnel à 27 ans, c'est 28 ça ans, ouais. 28 ans, a rebondi, et aujourd'hui est chef d'entreprise dans une création d'entreprise d'une boîte qui fait aujourd'hui 60 millions de chiffre d'affaires. Je trouve ça absolument remarquable, et je parle sous le contrôle de Jean-Claude. On a toujours dit qu'à la Sports Management School, notre objectif c'était de faire en sorte qu'on aille vers des profils qui à terme seraient largement supérieurs à nos profils et à ce qu'on a pu faire. En tout cas, bravo Clément. Je te remercie. Voilà.